Et bonjour tout le monde, et bienvenue dans une nouvelle petite session découverte présentation de films. J'essaye de faire vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Enfin non, si j'ai de la batterie, mais c'est des capacités d'enregistrement. Alors il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Je sais pas trop par où commencer, donc je vais commencer par le dernier. Je vais le rapprocher que j'ai vu, c'est-à-dire 7 ans au Tibet. Ouais, je commence tout de suite, hein, rien à foutre. 7 ans au Tibet de Jean-Jacques Hano avec Brad Pitt et David Thewlis qui jouait, je sais pas comment ça se prononce, Thewlis, je sais pas comment ça se prononce, Thewlis qui jouait Rémus Lupin dans les Harry Potter. Alors je viens de le voir, vraiment, je viens de le terminer. C'est très bien, mais ça me captive pas plus que ça. Il y a de très jolies images. L'histoire est assez touchante, les acteurs sont très bons, hein, bien sûr, évidemment. Mais ça m'a pas plus parlé que ça. C'est comme ça, il y a des films, hein, on peut pas tout accrocher. Mais c'est un film à voir quand même, hein. Clairement, c'est un film à voir. Parce qu'il est. Putain, la fatigue, parce qu'il est vraiment sympa. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Je fais un petit peu le tour. Je vais commencer peut-être par les films. Ouais, je sais à peu près vers quel film je vais terminer le bordel. Je sais absolument pas lequel prendre. Bah écoutez, on va prendre les films qui sont dans le. Non, je vais commencer voilà, par le. Putain, n'importe quoi. Limitless, voilà. Aucun rapport, mais limitless. Hein. Bon, voilà. Alors, réalisé par Neil Burger, avec Bradley Cooper et Robert De Niro, entre autres. L'histoire d'un homme qui découvre, entre guillemets, enfin, il y a un écrivain qui est un peu dans la merde, il n'y a pas trop d'inspiration, et une de ses anciennes connaissances lui fait découvrir une drogue qui, en fait, stimule l'activité cérébrale, donc son cerveau travaille à 2000 à l'heure, et du coup, mais, sauf que la drogue est peut-être pas très légale. J'ai bien aimé le film. Alors, c'était dans quel film? C'était dans Insaisissable que je trouvais que le montage était vraiment trop rapide et que ça s'arrêtait jamais. Enfin, dans celui-là, il y a des effets. Vous mettez un effet comme ça aujourd'hui en IMAX 3D, c'est vomi assuré. C'est gerboulade et ça y va dans tous les sens. Hein, parce que c'est en fait, c'est la caméra qui passe à travers des voitures et qui trace son chemin comme ça et c'est un effet mais qui est vraiment super bizarre. Je sais même pas trop comment ça s'appelle, mais moi j'ai plutôt bien aimé le film. Je trouve que c'est un bon divertissement et que c'est assez sympa et que c'est plutôt intéressant. C'est pas excellent, mais j'aime bien, les acteurs sont bons dedans, j'aime bien l'histoire, y a pas de souci. Il y a même eu une série qui a été faite après. Et c'est tiré d'un bouquin, il me semble, hein, enfin voilà. Mais je vous le recommande quand même, hein, Limitless, parce que c'est plutôt pas mal. Je vais vous présenter maintenant deux films qui sont dans la liste des 100 movies you must see before you die. J'ai eu une espèce d'accent Samuel L. Jackson là, c'était chelou. Fargo des frères Cohen, et ce qui est très marrant, c'est que c'est le deuxième film des frères Cohen que je regarde et où Ethan n'est pas crédité. C'est-à-dire que sur le film sur Fargo et Miller's Crossing, ça vous met directed by, réalisé par Joel Cohen. Ethan n'est pas crédité, il a dû être crédité après, alors que là c'est écrit un film de Joel et Ethan Cohen. Hein. Je sais pas si je peux vous le rapprocher, je rapproche ma tête en même temps. Voilà, donc c'est très particulier, je sais pas trop, je savais pas trop quoi en attendre. C'est inspiré d'une histoire vraie en plus apparemment, donc c'est très glauque. Mais c'est un pur film des frères Cohen, et les frères Cohen ils ont leur style, ils ont leur manière de diriger les acteurs, c'est-à-dire que c'est très appuyé, le jeu d'acteur il est très. C'est vraiment, c'est ricain, hein. C'est les accents, c'est un truc de fou. Hein. Ils adorent voilà, les accents, comme ça, yeah, oh American man, yeah, you understand. Vous voyez, c'est le genre, les consonnes qui sont très appuyées, vraiment très appuyées. Le D, le T, c'est yeah, damn, damn. Vous voyez, ce genre d'accent, bah, c'est ça tout le film en fait. Et je suis un peu déçu quelque part, parce que oui, il fait moche chez moi, parce que je crois que là, il vient d'avoir un flash d'éclair. Thunder. Et donc du coup, donc Frances McDormand, je crois que c'est ça ouais, son nom, parce que oui, ils ont la bonne idée de coller les trucs, mais bien là où ça nous arrange pas. Ouais, Frances McDormand. Ils jouent bien les acteurs, mais j'avoue que l'histoire m'a pas plus plu que ça en fait. J'aime bien les frères Cohen, mais celui-là c'est pas mon préféré. Et je sais pas trop pourquoi il se retrouve en fait dans cette liste. Mais les gens ont adoré, il est sorti en quoi déjà en 97 je crois, quelque chose comme ça. Ah oui d'ailleurs j'ai pas dit les dates, c'est 97 pour 7 ans au Tibet et 2011 je crois pour Limitless, c'est ça. Et lui il est sorti en 96.
Et peut-être qu'à l'époque ça surprenait. Et ouais, ah ouais, 2 Oscars, ah oui. Meilleur scénario pour Joel Cohen et meilleure actrice pour Frances McDormand. Ouais, bon, on va se dire que c'était parce que c'était en 96, les mœurs étaient différentes. Mais regardez-le quand même à l'occasion, il y a des moments qui sont quand même très très drôles, puisque les acteurs font vraiment un très bon travail, et j'aime bien les frères Cohen, donc je vous recommande quand même bien le film. Ensuite, un autre film de la liste, tout autre domaine, 20 ans avant, donc en 1976, Taxi Driver de Martin Scorsese. Martin Scorsese. Alors ça, vraiment, quand vous regardez ça aujourd'hui, ça fait bizarre. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à Drive de Nicolas Winding Refn, qui est sorti en 2011. Mais j'ai quand même préféré Taxi Driver, mais il faudrait que je revoie Drive dès que possible. C'est très très bon. Robert De Niro est absolument génial, et beau gosse en plus, hein, quand il était jeune. Hein. Un des premiers rôles de... je veux pas regarder son nom, de Jodie Foster. Et vraiment, l'histoire est... Je la voyais plus sombre que ça, mais c'est déjà très très sombre pour l'époque. C'est voilà, c'est les jeux de lumière, et c'est surtout, je pense, le jeu des acteurs. Enfin, c'est un film qui marque quand même si vous le regardez aujourd'hui. Je veux pas forcément vous raconter l'histoire, c'est un chauffeur de taxi à qui il arrive des trucs, enfin voilà, il veut devenir chauffeur de taxi parce qu'il arrive pas à dormir la nuit, et en fait au final il va rencontrer des gens qui sont pas très fréquentables, et il va essayer de délivrer les gens qui se font manipuler par ces gens pas gentils. Donc film de la liste, très intéressant. Qu'est-ce que je vous propose? Allez, on va continuer dans la joie et la bonne humeur avec Silence, encore de Martin Scorsese. J'ai même pas fait exprès. Le film, c'est le dernier en date, je crois, de Scorsese, hein, qui est sorti. Il est sorti en 2017 ou 2016, avec Liam Neeson, Andrew Garfield et Adam Driver. Alors, que des acteurs... Enfin voilà, c'est des acteurs... C'est vraiment Liam Neeson, que j'adore. Andrew Garfield, j'ai pas vu beaucoup de ses films. Dans The Amazing Spider-Man, je trouve que ça va, mais qu'il a quand même un jeu parfois dérangeant dans le premier, même si j'aime beaucoup les deux films. Et je l'ai vu dans Social Network de David Fincher, que j'ai pas spécialement aimé. Il est dans la liste en plus, ouais, Social Network. Silence donc en 2016, et Adam Driver, juste, bon, bah je le connais en Kylo Ren, et donc j'aime pas. Mais vraiment, dans ce film-là, ils sont tous exceptionnels. Le film est très long et très lent. Il fait 2 heures, plus de 2h30, il fait 2h40. Il est très très lent, et je sais pas vraiment trop quoi en penser, parce que c'est l'histoire en fait d'un père chrétien joué par Liam Neeson. En fait, ça se passe dans le Japon, genre c'est du 16e siècle à peu près, 16e 17e siècle, et ça doit être écrit 17e siècle, voilà, ils se rendent au Japon, 2 jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur mentor disparu, voilà, c'est ça, qui est joué par Liam Neeson. Et en fait, à l'époque, les Japonais, donc les chrétiens venaient pour évangéliser les territoires, pour les éduquer à la religion chrétienne. Mais le Japon, il voulait pas. Et c'est-à-dire que ceux qui étaient chrétiens, c'était de la torture, et il les faisait apostasier, ça se dit comme ça en français, je crois, c'est apostatize en version originale. Je me rappelle plus, le nom est écrit dans les sous-titres, et en fait c'est renier ta religion. Donc quand un prêtre se fait capturer et qu'on lui dit, alors tu marches sur le Christ, tu dis adieu à ta religion, sinon je bute toutes les personnes qui sont ici présentes, c'est quand même un peu difficile. Et en fait, je sais pas quoi en penser, parce que j'ai l'impression que ça met en scène, genre comme si j'ai regardé les chrétiens au Japon comme ils étaient malheureux, et quelque part tu suis un peu le point de vue des Japonais où t'as envie de leur dire bah ouais, mais en attendant les Japonais ils veulent rester tranquilles, donc venez pas les faire chier avec votre religion à 2 balles qu'ils ont pas envie d'avoir. Et en attendant, tu te dis, est-ce que les Japonais, vous êtes vraiment obligés de torturer des gens? Est-ce que vous êtes obligés de leur verser de l'eau très très brûlante sur le torse à toute petite goutte? Enfin, c'est pour ça que je sais pas quoi en penser, mais j'ai quand même beaucoup aimé le film, notamment pour les acteurs, parce que Andrew Garfield est monstrueux dans ce film, il est impressionnant, et vraiment... ce film Splendid, mais non, mais c'est vraiment un très très bon film. Mais c'est un film vraiment qui est très dur, et je vous dis en fait je sais pas quoi en penser. Si vous voulez, si vous avez vu le film, laissez-le moi en commentaire. Si vous le savez, si vous me connaissez un peu, je suis pas religieux, rien contre ceux qui sont religieux, absolument rien du tout. Hein. C'est juste que c'est parfois des morales avec lesquelles je suis pas tellement d'accord, mais comme je ne connais pas les textes sacrés, ferme ta gueule quoi, ferme ta gueule Romain, on s'en fout, tu connais pas, tu peux rien dire, mais voilà, c'est une chose que je n'apprécie pas plus que ça, la religion. Donc un film sur la religion, on te montre la souffrance d'une religion qui a quand même causé beaucoup de souffrance aussi du temps des croisades, j'avoue je sais pas comment le prendre,
mais le film en lui-même, j'ai quand même beaucoup aimé. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Eh ben, je vais vous présenter ce que j'ai. LOL. Alors, putain, mais j'ai tellement de bons trucs en fait, je vais quand même vous... Allez, je vais vous en présenter deux à peu près à la fois. On avait ouvert les Narnia dans une précédente session découverte, donc on attaque avec le deuxième, le Prince Caspian, que j'ai revu, pour le coup. C'est celui que j'ai le plus vu, c'est celui que je connaissais le mieux. Et il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce film. C'est-à-dire que le premier, il y a deux, trois petites choses qui me dérangeaient, à savoir par exemple le jeu des acteurs, une histoire qui était pas trop folichonne, ben voilà. Là, pour moi, c'est que du bonheur. C'est vraiment des batailles pas dignes du Seigneur des Anneaux, mais c'est Seigneur des Anneaux divisé par 3, ce qui est quand même déjà pas mal. Mais il y a de très belles batailles, des combats très bien chorégraphiés, de très bonnes idées de mise en scène. Le jeu d'acteur s'améliore un petit peu. L'acteur qui joue le Prince Caspian, j'aime et l'acteur et le personnage. Je trouve que c'est quelqu'un de très noble qui... Enfin voilà, j'aime beaucoup le Prince Caspian, vraiment. De tous les Narnia, c'est vraiment qui sont sortis, des 3 Narnia qui sont sortis, c'est vraiment le Prince Caspian, mon préféré. C'est celui que j'aime beaucoup, même si j'aime bien le premier aussi. Mais vraiment, Narnia, le Prince Caspian, si vous aimez tout ce qui est Harry Potter, un peu des films de combat comme ça, et le Seigneur des Anneaux, n'en attendez pas autant, hein. Mais en attendant, les effets spéciaux sont quand même très réalistes et très très beaux, et c'est vraiment pas mal, hein. Il est sorti encore en 2008, je crois. En 2008, enfin voilà, le premier en 2005 et le deuxième en 2008, bah non, faire des animaux qui bougent, enfin voilà, non, ils sont très réussis, ils sont très très beaux. Voilà. Donc le Prince Caspian, pour moi, c'est très très bon. Il y a le troisième maintenant. Narnia, l'Odyssée du Passeur d'Aurore. Alors, Narnia 1 et 2 étaient réalisés par Andrew Adamson, et celui-là, là, l'Odyssée du Passeur d'Aurore, il est réalisé par Michael Apted. Je sais pas comment ça se prononce. C'est nul. Juste, c'est nul. Je sais même pas... Enfin, si c'est un film de l'enfance, on va rien dire. Mais lui, je ne l'avais jamais vu avant, les deux autres. Vraiment, je l'ai découvert. Mais il est sorti en 2010, si je dis pas de conneries, ouais c'est ça, 2010. C'est moche. La réal de ce film est moche. Je sais pas ce que le réalisateur a voulu faire avec ce film, mais c'est d'une pauvreté technique, mais c'est... Franchement, j'ai pas aimé du tout. Mais vraiment, quand j'ai pas aimé, c'est-à-dire le film commence, il y a une espèce de caméra épaule sur certains des plans, mais super chelou. Le grain, il est ultra mauvais. Enfin, vraiment, l'image est floue, l'image est pas belle. On a l'impression qu'ils ont tourné, mais vraiment, genre avec des smartphones. Alors que déjà, il y a déjà une différence. Eux, les deux premiers sont tournés en scope, en cinémascope, c'est-à-dire voilà, avec les bandes noires. Et là, le cadre du troisième est un petit peu plus haut. Voilà. C'est-à-dire le scope, c'est à peu près à ce niveau-là. On va dire ça avec les bandes noires au-dessus, et l'Odyssée du Passeur d'Aurore, il est grand comme ça. Donc c'est un petit peu plus grand pour votre écran, donc on pourrait se dire dans l'idée que c'est pour montrer plus de choses, mais sauf qu'il filme du vide. Il filme du vide tout le temps, et j'avais pas l'impression d'être à Narnia. Je me disais, mais on est où là? T'as 3 pecnos sur une plage, ils vont retrouver des baguettes, des effets spéciaux, mais qui sont franchement laids, comparés aux deux autres, hein. Comparé aux deux autres, les batailles, mais elles sont mauvaises, mais elles sont nulles de chez nulles. Enfin, c'est vraiment... J'avais pas l'impression d'être un Narnia. Il y avait pas ce côté magique. Avec la caméra à épaule, j'avais l'impression qu'ils voulaient rendre ça plus réaliste. Pourquoi tu veux rendre Narnia réaliste? On s'en fout, c'est ça qu'on aime. C'est le côté fantaisiste. Pourquoi tu nous sors une espèce de documentaire merdique sur la magie? Enfin, non, pour moi, le troisième épisode de Narnia est une chiure totale. Je n'ai pas du tout aimé ce film. Et les acteurs sont... tout aussi pénible, même le personnage du Prince Caspian, hein. Vraiment, même le Prince Caspian m'a énervé, alors que je l'adore dans celui-là, mais c'est là où vous voyez la différence entre les réalisateurs, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se fait. Et le cousin Eustache qui est juste chiant, voilà, c'est comic relief ou pas, il est pénible. Ensuite, Oliver Twist. Je vais repasser sur des trucs que j'aime bien. Oliver Twist de Roman Polanski, qui pour moi devrait se retrouver dans cette liste. Dans cette liste, il y a le pianiste que j'ai pas vu en entier, à cause des DVD qui bug, pas bien. Faites attention aux DVD que vous empruntez. J'ai adoré Oliver Twist, j'ai trouvé ça génial. Il a un truc, Roman Polanski, je vais pas m'étendre sur ce que je pense de Polanski, j'adore les films que j'ai vus de Polanski, je les ai aimés, je les ai beaucoup aimés. Chinatown un petit peu moins, mais c'est pareil, comme c'est vieux, c'est pas tout à fait pareil, mais Chinatown restait quand même très très cool. The Ghostwriter avec Roman Polanski, avec Ewan McGregor était fantastique, j'avais trouvé ça fantastique.
Et Oliver Twist, j'aime beaucoup, beaucoup. Et le personnage, et son histoire, voilà, un enfant orphelin qui fait ce qu'il peut pour s'en sortir et qui finalement ne veut que être aimé, tout simplement. Et vraiment, le fait qu'il soit orphelin, tu t'attaches direct à lui. Et tout le film, à chaque fois que quelqu'un le contrariait, j'étais vas-y gamin, pète-lui la gueule. Enfin, j'étais à fond dans le film et j'ai beaucoup aimé. Alors le jeu des acteurs, il est un peu, comment dire, il est un peu abusé parfois. Genre il y a un moment où il dit non, she's lying, Oliver Twist, donc le gamin qui dit non, she's lying, elle ment. Et t'as la fille vraiment, la dame qui fait vous avez entendu, il a dit que j'avais menti. Des trucs comme ça, mais j'étais mort de rire. J'étais ah ouais, ça c'est beau ça c'est pas mal. Alors, ensuite, je vais y trier par thème les deux derniers que je vous présente. Donc ça, c'est l'avant-avant-dernier, Gran Torino de Clint Eastwood, que je viens de découvrir. Enfin, je l'ai découvert il y a 2 jours, là. Splendide. Splendide, splendide. J'ai envie de dire, limite, il n'y a rien à rajouter. Moi, je pensais vraiment que ça allait être un film, mais de baston général. Et en fait, non, c'est un film assez posé. Gran Torino, donc, qui est une marque de voiture. Et vraiment, pour moi, c'est génial. Franchement, Gran Torino, c'est un must. Il est génial. Et il n'y a aucun film de Clint Eastwood dans cette liste. Et c'est pour ça, quand je vous dis, quand j'ai regardé Fargo, je me suis dit, bah, c'est bien, mais quand même. Franchement, il y a peut-être d'autres films qui peuvent aller dans cette liste facilement. Gran Torino en fait partie, même s'il date de quoi, de 2008, donc il peut y être largement. Il pourrait être dans cette liste, Gran Torino, comme plein d'autres films de Clint Eastwood, hein, je suppose. Mais j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé l'histoire de ce vieillard solitaire qui en a ras-le-bol de la vie, qui a fait la guerre de Corée, et qui donne un peu, qui est un peu moralisateur, mais j'ai beaucoup aimé Gran Torino, je vous le recommande. Ensuite, deux films, les 2 derniers films que je vous présente, ont des thèmes un peu liés, un peu semblables. Je vais vous présenter Le Majordome pour commencer, de Lee Daniels, avec Forest Whitaker, il y a des Oprah Winfrey, Jane Fonda, Terrence Howard, Lenny Kravitz, Alan Rickman, Lee Schreiber, que j'ai pas reconnu, et Robin Williams. Enfin, il y a de ces acteurs dans ce film, mais c'est d'une beauté. J'adore ces films sur le racisme, et enfin, j'adore ça. Mon film préféré de Tarantino, c'est Django Unchained, parce que j'adore regarder ces films. Les acteurs, ils sont exceptionnels. Exceptionnels dans ce film. Tu vois vraiment tout le parcours d'une personne qui fait ce qu'il peut pour s'en sortir. Et James Marsden, ça s'écrit, qui avait joué Cyclope dans les premiers X-Men. Mais enfin, regardez-le, dès que possible, The Butler, le majordome, parce que c'est vraiment une super belle histoire. C'est vraiment, j'adore ce genre d'histoire, je vous le dis. Je vais pas trop vous en dire, mais le deuxième que je vous présente, c'est 12 Years a Slave, le dernier film que je vais vous présenter, de Steve McQueen. Alors, je viens de remarquer qu'il y avait 2 Steve McQueen, il y en a un blanc et un black. Un blanc qui est pilote de course et un peu acteur, et le black qui est réalisateur, donc on va parler du réalisateur. Steve McQueen, donc il nous vient avec 12 Years a Slave, sorti en 2013, avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Lupita Nyong'o, je vous lis là, Sarah Paulson, Brad Pitt, mais... Je crois que c'est le plus beau casting que j'ai jamais vu pour un film comme ça. Il est splendide, les acteurs sont splendides, la réal est magnifique, il y a de ces plans séquences, mais de malade. Il y a un plan séquence, j'ai pas compté, j'ai pas calculé, enfin combien il faisait, mais en vrai, je pense qu'il dure bien 2 minutes. Et 2 minutes d'un plan qui ne s'arrête pas, je vous assure que c'est long, hein. Bah c'est exceptionnel, 12 Years a Slave, c'est exceptionnel. Mon seul petit grief, ça va être la musique de Hans Zimmer. Et ouais, pour une fois, je vais pas dire du bien de Hans Zimmer, parce que la musique, enfin le thème qui revient souvent, on dirait vraiment le morceau Time de Inception, qui est sorti en 2010. Et ça, c'est 2013. Donc vous voyez, je vous parle d'un film que vous devez voir. S'il y a une autre liste des 100 films avant de mourir, ce film doit être dedans. 12 Years a Slave, pour moi, c'est splendide de chez Splendide. J'ai vu des critiques de gens qui l'avaient pas aimé, et des gens qui disaient oui, même si le sujet est dur, le film n'en reste pas moins très esthétique. Hein. Évidemment, connard, c'est un film, évidemment que c'est esthétique. Mais ça s'inspire vraiment, le majordome et 12 Years a Slave, ça s'inspire de vrais personnages. Hein. Donc rien que pour ça, et cette histoire elle est magnifique, c'est... Je sais pas si je vous la raconte, j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie de vous la raconter, c'est une superbe histoire, c'est un superbe film, et donc regardez-le dès que possible. Donc en fait, dans tous les films que je vous ai présentés, c'est juste Narnia 3 que je vous dis, non, si vous regardez cette merde, mais si vous voulez, mais franchement c'est pas bien. Réellement, c'est objectivement moche, quoi, le film il est moche, enfin bref.
Vraiment, je vais rester sur 12 Years a Slave, qui est mon gros coup de cœur en fait de tous ces films que j'ai loués, avec Oliver Twist et Gran Torino. Le Majordome, je l'avais déjà un peu commencé, et je savais que ça allait être bien, donc voilà. Je suis très satisfait d'avoir vu ces films. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suggérer des films dans les commentaires si vous voulez que je vous en parle, hein, ça peut toujours être intéressant. Et voilà, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'arrive pas à compter les gars, je suis désolé. 2, 4, 6, 8, 11. Voilà, 11 films de fait pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien, partagez la vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!